Nous sommes sur le salon du livre et j'ai le plaisir de rencontrer Tran Van Tranduk. J'ai bien dit Tan Van Tranut. Ah zut, j'ai encore raté. C'est pas grave du tout. Enchantée et je suis très contente d'être ici. Bonjour à tout le monde. Alors, toi, tu viens d'où exactement? C'est un peu compliqué en fait. Je suis née au Vietnam. À l'âge de 6 ans, je suis allée aux États-Unis pour suivre mes parents parce qu'ils sont allés là-bas pour faire leurs études. Donc j'ai passé 3 ans aux États-Unis, dans l'État du Michigan. Après 3 ans, je suis allée en France maintenant parce que mes parents ont déménagé là-bas. J'ai fait toutes mes études en France jusqu'au bac, donc j'ai passé le bac. Et après, je suis allée aux États-Unis pour faire mes études d'ingénieur en Californie. Après quoi, je suis revenue en France pour travailler. Alors, tu parles combien de langues? Je comprends le vietnamien, je parle un petit peu le vietnamien, l'anglais, le français, et puis en 6e en France, donc il a fallu choisir une première langue étrangère, donc j'ai pris l'allemand, c'était vraiment une langue bizarre pour moi, c'était la première fois que je voyais les 3 genres et les déclinaisons. Puis après j'ai pris l'espagnol. Quand je suis allée aux États-Unis, j'avais un peu de temps, en dehors des cours de sciences, de me familiariser avec d'autres langues. Donc j'ai choisi le japonais et le russe. Mais bon, c'est... C'est tout? Non, mais le niveau est rudimentaire quand même. Mais bon, alors, j'admire toujours les personnes qui ont le don des langues. Et alors, du coup, dans quelle langue écris-tu? J'écris en français parce que j'ai commencé à écrire avec ma sœur. Et comme nous avons fait nos études en France, c'était la langue la plus naturelle à l'époque. Et donc oui, en français directement, voilà. Et tu essaies de traduire ou d'adapter parfois en anglais ce que tu écris ou tu laisses le soin à d'autres? Je laisse le soin à d'autres parce que la traduction est un art que je ne maîtrise absolument pas. Mais même quand ce sont ses propres écrits? Oui, en fait, quand je veux m'exprimer en anglais, je le fais directement. C'est plus simple en fait que ça. On ne passe pas par le français. Enfin, parce que je peux aussi écrire directement en anglais. J'ai fait des petites histoires, des histoires courtes qui ont été publiées dans certaines revues. Donc ça me fait plaisir, mais je ne traduis pas en fait, je le fais directement. Et est-ce que tu es aussi éclectique dans ta façon d'écrire que dans ton choix des langues? Mais en fait, oui, j'ai commencé par le roman policier, donc c'est un genre très spécial qui repose beaucoup sur la logique, les recherches, donc tout ça, en tant que scientifique, je connaissais. À cela, j'ajoute la poésie, les légendes, etc. Et donc, pour moi, l'idée, c'était de faire quelque chose de cohérent, donc de bout en bout. Et c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Et puis après, j'ai eu l'occasion de faire des nouvelles. Et ça, c'est encore un autre exercice parce que il s'agit de condenser tout ce qu'on écrit dans un roman dans un espace très court, avec un début, un développement, puis surtout une chute. Voilà. Et j'adore ça en fait parce que ça permet de raconter une histoire ou un moment particulier avec un ton particulier. Et ça exige en fait beaucoup de discipline. Oui, il faut beaucoup de rigueur parce que c'est très codifié la nouvelle. Oui, exactement. Et on peut faire plusieurs nouvelles pour un recueil qui ont des tons différents, des situations différentes, avec des personnages différents. Donc c'est un jeu vraiment qui est à facettes multiples. Et justement, quand tu fais un recueil de nouvelles, tu te dis pas, tiens, bon, allez, je vais me faire 10 nouvelles. C'est en fait, tu les collectes au fur et à mesure. Exactement. Donc, suivant les inspirations, suivant les lectures, tout ce qu'on a pu voir pendant la journée, avec qui on a pu discuter. Donc, oui, c'est très enrichissant en fait l'art de la nouvelle. Et est-ce que justement tes écrits ont été portés en images? En images, non, mais quand je reviens aux enquêtes du mandarin Tan qui se passent dans le XVIIe siècle vietnamien, mes lecteurs ont découvert un univers qu'ils ne connaissaient pas, mais ça a été amené en fait par des petites scènes avec de l'action, avec certaines descriptions, mais pas trop lourdes. Et donc, comme j'ai grandi avec
un héritage visuel avec les films, les vidéos, tout ça. Mais je retrouve cette construction avec des chapitres assez courts, avec des cliffhangers, avec des fausses pistes, etc. Et mes lecteurs disent, mais en fait c'est très visuel et ce serait bien que ça puisse paraître en images en fait. En film ou même oui, après il faut le scénariser, mais déjà la trame est là. Oui, et le scénario, je pense, il est déjà là dans cette forme-là, qui serait adaptable assez rapidement, hein, mais parce que c'est comme ça que je conçois mes histoires. Et après, il faut les décors du XVIIe siècle voilà, au Vietnam. C'est ça le plus difficile, je pense. Et les décors, les costumes. Oui, exactement, oui. Mais c'est tout un. Et alors, pardon, est-ce que les Vietnamiens aussi le lisent? Alors, ils en disent quoi? Ouais, alors il y a eu un intérêt en fait. Ils ont acheté les droits de traduction pour le vietnamien, mais ils n'ont pas été assez rapides parce que quand on vend les droits ou quand on acquiert des droits, ça vaut pour 2-3 ans, je crois, et ils n'ont pas traduit assez vite, donc du coup ils ne peuvent pas le publier parce qu'ils ont dépassé ce délai. Et je trouve ça vraiment dommage parce que. Et il faudrait qu'ils rachètent? Bon, moi enfin, légalement, ils devraient le faire, mais ce serait bien qu'on puisse peut-être transgresser un peu. Mais en tout cas, ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que les Viettes du Vietnam en penseraient, parce que. Mais c'est pour ça que je pose la question. Exactement, oui, tout à fait. C'est l'intérêt réside là-dedans. Ce que les gens du pays pensent de cette histoire, parce que c'est XVIIe siècle, c'est assez méconnu par la génération actuelle, il me semble. Parce que c'est une période très riche dans l'histoire du pays, hein, époque de crise, guerre civile qui se prépare entre le Nord et le Sud. Donc on peut faire des parallèles assez intéressants avec ce qui s'est passé au XXe siècle, hein, avec cette guerre civile entre Nord et Sud, avec des implications politiques, religieuses, économiques, mais c'est et mondiale, et tout à fait, oui. Mondialisation qui commence avec les commerçants de la compagnie hollandaise des Indes orientales qui commencent à truster un peu la région. Hein. Après les Britanniques et les Français et les Portugais, plus les missionnaires, les jésuites français, les Italiens, etc. Donc c'est vraiment foisonnant. Voilà, et tout le monde est venu à la curée. Oui, voilà, c'est ça. Et donc en fait, quand j'ai écrit le nouvel ouvrage Kawekaweo, c'est un peu la même chose, mais dans un autre contexte. Donc la Nouvelle-Zélande, avec les expéditions, les voyages d'exploration scientifique, en fait, j'ai retrouvé en fait le même mécanisme que j'avais étudié ou que j'avais développé pour le XVIIe siècle vietnamien, mais transposé à la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'à cette époque, l'époque à laquelle je me situe pour une partie du roman, c'est le 19e, les voyages d'exploration scientifique du 19e. Mais on retrouve donc des équipages qui arrivent sur un territoire inconnu, la rencontre avec la population autochtone, hein, les Maoris, les échanges qu'il y a pu y avoir avec malentendu et espoir, hein, espoir aussi quelquefois déçu, l'arrivée des missionnaires avec l'impact de la religion. Oui, exactement, oui, et même l'impact sur la langue. Au Vietnam, par exemple, les missionnaires sont venus changer en fait la langue, l'écriture pour pouvoir plus tard évangéliser. Donc ils ont écrit un catéchisme. Et c'est toujours sous-tendu, hein, oui, en fait. Oui, voilà. Et je pense que chez les Maoris c'était pareil. Enfin, ils ont apporté, ils ont consigné en fait l'histoire. Et donc, et après tout ça a abouti à la colonisation. Donc voilà, ce sont des parallèles, hein, oui, malheureusement. Exactement, voilà. Et j'ai trouvé assez passionnant de voir, de pouvoir établir en fait ces deux parallèles dans des mondes différents. Vietnam, Nouvelle-Zélande, enfin, on n'y pense pas trop. Hein. Non, et puis toujours avec une intrigue romanesque. Romanesque, basée sur des documents scientifiques, parce que dans Kawekaweo, le personnage principal, pour résoudre son énigme, en fait liée au lézard géant endémique de Nouvelle-Zélande, qui est le Kawekaweo, eh bien, il doit s'immerger dans le log du capitaine et à partir de là, trouver...
va résoudre le mystère. Mais pour fabriquer tout ça, j'ai dû éplucher en fait le log du capitaine et j'ai découvert en fait une mine. Alors, peut-être le log, expliquer ce que c'est. Le journal de bord, pardon, oui, le journal de bord du capitaine et il consigne leur voyage, les descriptions. Et là, c'est un vrai log. Un vrai log, oui, Voilà, et c'est ça, voilà, et c'est ça qui fait je pense que c'est ça qui fait la richesse en fait du récit parce que on imagine que ça va être aride en fait ce qu'il raconte sur son expédition, mais pas du tout. En fait, c'est au jour le jour. Voilà, on est passé dans ces rivages-là, on a vu des fumées. Ce sont des villages maoris. Est-ce qu'on les a rencontrés? Ils viennent vers nous pour faire du commerce. Voilà ce qu'on a échangé. Ils veulent des haches. Nous, on veut. Oui, alors que les phrases sont assez lapidaires, on imagine tout ce qu'il y a derrière. Oui, voilà. Et donc c'est ça que je voulais restituer dans mon roman. Donc sur cette partie scientifique, réelle, historique, j'ai tissé une trame romanesque avec le voyage du personnage principal dans sa vie amoureuse précédente, etc. Donc, oui, voilà, il faut toujours une petite chose parce qu'on se dit ah ben non, c'est une étude scientifique. Oui, bien sûr que non. Oui, voilà, il faut allier les deux pour que ça se marie bien et qu'on apprenne des choses tout en voyageant en fait. Oui, c'est un petit peu ce qu'on fait à l'école, quoi. Voilà. C'est très pédagogique. Et pédagogique n'est pas un gros mot pour moi, au contraire. D'accord. Mais on apprend avec plaisir en fait. Ben voilà, c'est le critère essentiel pour moi de la pédagogie. Exactement, voilà. Et ça fait rêver, ça permet au lecteur de se poser des questions sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui aurait pu se passer, qu'est-ce que l'équipage français, par exemple, attendait, qui n'est pas arrivé. Enfin, c'est tout ça, en fait, l'amertume après l'espoir, etc. Et tu es encore dedans? Oui, je suis encore dedans. Il y a peut-être un projet aussi en route? Oui, enfin, un projet histoire courte, nouvelle, voilà. Oui, voilà, c'est comme faire des gammes, tu te reposes un peu. Voilà, c'est ça. Varier un peu les plaisirs. Merci beaucoup. Merci à vous.